Connais-tu Gengis Khan ? Pour ceux qui ne le savent pas, Gengis Khan n'était pas seulement connu comme un grand chef et conquérant. Il était également reconnu comme l'un des leaders les plus redoutés de l'histoire, car un très grand nombre de soldats et de civils sont morts lors de ses conquêtes. Selon les estimations, il aurait tué près de 40 millions de personnes. Mais la question est, comment tout cela a-t-il commencé ? Comment était sa jeunesse ? Qui lui a enseigné ? Quelle tactique a-t-il utilisée ? Et le plus important, pourquoi est-il devenu l'un des dirigeants les plus célèbres au monde ? Et c'est ce que nous allons découvrir. Avant qu'il ne soit connu sous le nom de Gengis Khan, son vrai nom était Temujin. L'histoire de Temujin commence dans les vastes steppes de Mongolie vers 1162. L'année exacte de sa naissance n'est pas certaine car il n'y avait pas de registre complet à cette époque. L'endroit où il a grandi s'appelle la steppe. C'est une terre immense où il n'y a presque pas d'arbres. L'hiver y est très froid, le vent souffle fort et il y a peu d'endroits où l'on peut cultiver. À cause de cela, de nombreux Mongols étant nomades. Ils emmenèrent leurs chevaux, moutons, chèvres et autres animaux vers des endroits où il y avait de l'herbe fraîche et de l'eau. À cette époque, les Mongols n'étaient là pas encore unis. Ils étaient encore divisés en de nombreuses tribus et clans. Chaque groupe avait son propre chef et ses propres guerriers. Ils se battaient souvent à cause des animaux, des pâturages, de la nourriture et du pouvoir. Le vol, les enlèvements et les représailles étaient également courants entre les groupes rivaux. Le père de Temujin était Yesugei, un guerrier renommé et chef d'un petit groupe du clan Borjigin. Sa mère, quant à elle, s'appelait Hoelun. Selon une ancienne légende mongole, Yesugei a enlevé Hoelun à un autre homme et l'a prise pour épouse. C'était un événement cruel, mais ce genre d'enlèvement arrivait vraiment à l'époque entre les tribus. Pourtant, même jeune, Temujin savait déjà monter à cheval, chasser, pêcher et survivre dans un environnement dangereux. Le cheval n'est pas un jouet pour les Mongols. C'est leur principal moyen de transport, essentiel pour la chasse et leur atout le plus important à la guerre. C'est pourquoi, dès leur plus jeune âge, on leur apprend à garder l'équilibre pendant que le cheval galope à toute vitesse. Ils apprennent aussi à utiliser l'arc même lorsqu'ils sont à cheval. Lorsque Temujin avait seulement 8 ou 9 ans, son père l'a emmené chez la famille d'une jeune fille nommée Borté. C'est là que les deux familles ont convenu qu'un jour, Temujin et Borté se marieraient. Ce n'était pas encore un vrai mariage, mais plutôt un accord entre les deux familles afin d'établir des liens plus solides entre elles. Et ici, Yesugei a laissé Temujin chez la famille de Borté pour qu'il puisse mieux connaître sa future épouse et le nouveau groupe avec lequel il allait vivre. Après cela, alors qu'Yesugei rentrait chez lui, il a croisé quelques Tatars. Les Tatars étaient l'un des groupes qui étaient en conflit avec leur famille depuis longtemps. Selon l'histoire secrète des Mongols, les Tatars ont donné à manger à Yesugei et auraient empoisonné sa nourriture. Après cela, il a quand même pu rentrer chez lui, mais son état s'est aggravé et il est mort quelques jours plus tard. À cause de cela, Temujin a été immédiatement rappelé chez lui. En un instant, il a perdu son père et toute la famille a perdu sa protection. Dans leur famille, un chef fort était très important. C'était lui le chef. C'est lui qui fournissait la nourriture, protégeait la famille et négociait avec les autres groupes. À la mort de Yesugei, ces anciens hommes ont refusé d'obéir à Hoelun, l'épouse de Yesugei. Ils ne voulaient pas soutenir une veuve et ses enfants parce que cela faisait plus de bouches à nourrir. Ils ont abandonné la famille. Hoelun reste avec Temujin, ses autres enfants, ainsi que les enfants de Yesugei issus de sa première épouse. Ils n'ont plus de grands troupeaux d'animaux. Ils n'ont pas d'armée pour les défendre. Ils n'ont pas non plus de puissants parents prêts à les aider. Pour survivre, ils ramassent des racines et des plantes sauvages. Ils chassent de petits animaux et pêchent dans la rivière. Ils ne vivent pas comme la famille d'un chef. Leur nourriture manque souvent et chaque poisson ou animal attrapé doit être partagé. C'est là que les graves conflits familiaux ont commencé. L'un des demi-frères aînés de Temujin s'appelait Vector. Comme il était plus âgé, il pouvait revendiquer la position de principal homme de la famille. Pour Temujin, c'était un problème. Cela signifie qu'il ne serait pas le chef et que Vector pourrait prendre le contrôle de leur famille. Selon l'ancienne histoire des Mongols, le conflit s'est aggravé à cause de la nourriture. Il y a eu un moment où Vector aurait pris un poisson attrapé par un autre frère. À cause de la colère et de la lutte pour le pouvoir, Temujin et son frère Kassar ont tué Vector avec leurs arcs. Ce n'était pas une simple dispute entre frères. Temujin a tué son propre demi-frère parce qu'il le considérait comme un rival pour la nourriture et le pouvoir.
Leur mère, Elon, était furieuse. Elle savait que ce que ses enfants avaient fait était dangereux. Au lieu de s'entraider dans la difficulté, ils avaient encore plus affaibli leur famille. Mais cet événement a également révélé un aspect important du caractère de Temujin. Même jeune, il était déjà prêt à recourir à la violence contre toute personne qu'il considérait comme une menace. Même un membre de sa propre famille, il ne le laisserait pas lui prendre sa position. Il n'a pas fallu longtemps pour que les Taichud remarquent le courage grandissant de Temujin. Les Taichud étaient un groupe autrefois lié à son père, mais ils faisaient aussi partie de ceux qui avaient trahi leur famille. Pour eux, Temujin pouvait grandir, rassembler des hommes et leur faire payer l'abandon de sa famille. C'est pourquoi ils l'ont cherché et l'ont fait prisonnier. Ils lui ont mis une cangue, un lourd morceau de bois, que l'on fait porter autour du cou et des épaules d'un prisonnier. Comme c'était grand et lourd, il était difficile de courir, de s'allonger, de manger ou d'utiliser ses mains. Mais pendant que les gardes faisaient la fête, Temujin a trouvé une occasion. Il a réussi à échapper à son gardien. Il a couru vers une rivière et s'est caché dans l'eau. Il ne sortait que son visage pour respirer pendant que les Taichud le cherchaient en soi. Il avait été remarqué par un homme nommé Sor Sirkanshira. Mais au lieu de crier où se trouvait Temujin, il ne l'a pas dénoncé. Plus tard, la famille de Sor Sirkanshira l'a aidé à enlever le lourd morceau de bois autour de son cou et l'a caché de ses poursuivants. Quand la voie a été dégagée, Temujin a réussi à s'échapper et à retrouver sa famille. Il n'avait toujours pas d'armée, pas de richesse et il n'était toujours pas puissant. Mais il avait déjà surmonté la mort de son père, la faim extrême, la trahison de sa propre tribu, les conflits de familiaux et l'emprisonnement. Et de toutes ces expériences, il a tiré 3 leçons qu'il utiliserait toute sa vie. Le sang ne suffit pas pour faire confiance à quelqu'un. La loyauté, ce n'est plus importante que les liens de parenté. Et dans leur région, un chef sans allié disparaît facilement. C'est pourquoi la prochaine chose que Temujin fera ne sera pas de former immédiatement une grande armée. D'abord, il doit trouver des personnes prêtes à se tenir à ses côtés et leur prouver qu'il peut récompenser leur loyauté. Au retour de Temujin auprès de sa famille, il est clair qu'il ne peut pas survivre seul. Il a besoin d'une épouse, d'alliés et de guerriers prêts à le suivre. C'est pourquoi il est retourné voir Berthe, la femme qui lui avait été promise depuis longtemps. Il est important de noter qu'à cette époque, on ne l'appelait pas encore Gengis Khan. Il ne portait que le nom de Temujin. Il faudra encore de nombreuses années avant qu'il ne soit reconnu comme le chef des Mongols unifiés. Malgré cela, à l'âge de 16 ans, Temujin a épousé Berthe. Leur mariage ne concernait pas seulement eux deux. Le mariage était aussi un moyen de rapprocher les deux familles et de renforcer leur protection. En guise de cadeau de mariage, la famille de Berthe aurait offert à Temujin un manteau précieux fait en peau de zibeline. La zibeline est un animal à la fourrure épaisse et précieuse. À cette époque, ce manteau n'était pas un simple vêtement, mais un véritable trésor échangeable contre aide, protection ou alliance politique. Temujin n'a pas gardé ce cadeau pour lui-même. Il l'a apporté à Togrul, le puissant chef des Kéréites. Togrul n'était pas un simple étranger. Il était autrefois un allié proche du père de Temujin. Ils étaient considérés comme des Anda, ou des frères jurés. Ils n'étaient vraiment pas frères de sang, mais ils s'étaient promis de s'entraider et de se protéger mutuellement. Temujin a offert le manteau de zibeline à Togrul en signe de respect. En même temps, il lui a rappelé qu'il était le fils de son ancien allié. Ce que Temujin a fait était intelligent. Au lieu d'utiliser le manteau pour acheter de la nourriture, il l'a utilisé pour obtenir le soutien d'un chef puissant. Il savait qu'un allié puissant valait plus qu'un bel habit. Togrul a accepté le cadeau et a reconnu Temujin comme son propre fils. Il a également promis de l'aider à reconstruire son propre groupe. C'est l'une des premières grandes étapes de Temujin vers le pouvoir. Mais avant qu'il ne puisse pleinement profiter de cette nouvelle alliance, un grave problème est survenu. Les Merkites ont attaqué son camp. Les Merkites étaient un groupe puissant qui nourrissait une vieille rancune contre la famille de Temujin. Quelques années auparavant, le père de Temujin avait enlevé Oelon, sa mère, à un homme Merkite. Ainsi, l'attaque des Merkites n'était pas un simple pillage au hasard. Il s'agissait probablement aussi d'une vengeance pour l'enlèvement de sa mère par son père. Lorsque les guerriers Merkites sont arrivés, Temujin s'est enfui rapidement, tout comme les autres membres de sa famille. Mais Bertie n'a pas pu s'enfuir avec eux. Elle a donc été capturée et emmenée par les Merkites. C'était une grande honte et un grand danger pour Temujin. S'il ne parvient pas à sauver sa femme, d'autres groupes pourraient penser qu'il est faible et qu'il n'est même pas capable de protéger sa propre famille.
Mais il ne pouvait pas attaquer les Merkites tout seul. Il a donc demandé de l'aide à Tughrul. Il a également sollicité le soutien de Jamukha, son ancien ami d'enfance. Comme Tughrul et Yesugai, Temujin et Jamukha sont aussi devenus Anda. Cela signifie qu'ils se sont promis de se considérer comme de véritables frères. Tughrul et Jamukha ont accepté d'aider. Ils ont rassemblé leurs guerriers et ont attaqué le camp des Merkites. Le nombre exact de leurs troupes n'est pas clair car les anciens récits diffèrent. Ce qui est certain, c'est que leur force était suffisante pour surprendre et vaincre les Merkites. Au milieu de l'attaque, Temujin a retrouvé Berth et l'a ramené chez lui. Les récits historiques ne sont pas clairs sur tout ce qui est arrivé à Berth pendant sa captivité. Malgré cela, quelques mois après avoir été sauvée, elle a donné naissance à un fils nommé Joki. En raison de la durée de sa captivité, la question s'est répandue de savoir si Temujin était vraiment le père de Joki. Cela n'a jamais été prouvé. Malgré les doutes de certains, Temujin a reconnu Joki comme son propre fils. Cette décision était importante. Devant sa famille et ses hommes, il n'a pas renié Berth, et il n'a pas non plus renié l'enfant. Mais la question sur les origines de Joki reviendra des années plus tard et cela provoquera des tensions entre les fils de Temujin. Le sauvetage de Berth a apporté un grand changement dans la vie de Temujin. D'abord, cela a montré qu'il pouvait demander de l'aide et former des alliances lorsque c'était nécessaire. Deuxièmement, davantage de guerriers ont appris à le connaître. Troisièmement, les autres groupes ont vu qu'il ne laissait pas aisément ceux qui lui étaient dits chers. Après la bataille, Temujin et Jamukha sont devenus plus proches. Ils ont voyagé ensemble, mangé ensemble et vécu avec leurs hommes. Au début, il semblait qu'ils allaient dans la même direction. Ils voulaient tous les deux devenir puissants et avoir un grand groupe. Mais leur façon de diriger était différente. Jamukha venait d'une classe sociale élevée. Pour lui, seuls les chefs traditionnels et les familles reconnues devaient occuper les plus hautes positions. Temujin, lui, avait une vision différente. Il était prêt à offrir un poste élevé à quelqu'un pour sa loyauté et ses compétences, même sans origine aisée. Pour les guerriers ordinaires, c'était très important. Dans l'ancien système, il était difficile de progresser si l'on n'était pas né dans un clan puissant. Mais dans le groupe de Temujin, un guerrier compétent et loyal pouvait gravir les échelons. Peu à peu, il était devenu clair que les deux chefs ne pouvaient pas rester ensemble. Selon l'histoire secrète des Mongols, alors qu'ils cherchaient enfin de nouveaux pâturages, Jamukha a suggéré un endroit où ils devraient camper. Temujin n'a pas suivi sa suggestion. Il a continué son voyage avec sa famille et ses hommes. Beaucoup de ceux qui suivaient autrefois Jamukha ont rejoint Temujin. Il n'est pas clair si une simple discussion a été la raison de leur séparation. Il est possible que la tension entre eux grandissait depuis longtemps parce qu'ils voulaient tous les deux diriger. Mais à partir de ce moment-là, les anciens frères jurés sont peu à peu devenus rivaux. À mesure que de plus en plus de gens suivaient Temujin, ils devaient trouver de la nourriture, des animaux et des pâturages pour eux. Dans la steppe, il n'est pas facile de nourrir des milliers de personnes et de chevaux. Il n'y a pas d'entrepôt permanent rempli de nourriture. Quand l'herbe manquait ou les animaux mouraient, il fallait déménager ou trouver d'autres ressources. À cause de cela, les attaques contre d'autres groupes étaient vent courantes. Ils volèrent pour des chevaux et des animaux. Ils prenaient aussi des biens et parfois emmenaient les personnes capturées pour en faire de nouveaux membres, des esclaves ou des épouses. Temujin a également participé à ce système. Il n'était pas simplement un héros qui sauvait seulement les faibles. Il était aussi un leader qui utilisait la violence, l'intimidation et la confiscation de biens pour accroître son propre pouvoir. Mais il y avait une différence importante dans sa façon d'intégrer les groupes vaincus. Au lieu de laisser chaque clan rester séparé, il a intégré les nouveaux guerriers dans ses propres forces. De cette façon, leur loyauté envers leur ancien chef diminuait et était remplacée par une loyauté directe envers Temujin. Son groupe s'est agrandi, mais la colère de Jamukha s'est également intensifiée. Vers la fin des années 1180, leur rivalité a abouti à la guerre. Ce n'était pas simplement une querelle à propos des pâturages, ils se battèrent tous les deux pour déterminer qui deviendrait le principal chef des Mongols. Lors de la bataille communément appelée d'Alan-Baljo, les forces de Temujin ont été vaincues. L'armée de Jamukha a attaqué rapidement et de manière organisée. L'expérience et l'unité des hommes de Temujin n'étaient pas encore suffisantes pour vaincre son ancien ami. Selon l'histoire secrète des Mongols, après la bataille, Jamukha a puni certains prisonniers de manière extrêmement cruelle. On raconte qu'il a fait cuire ou tuer 70 prisonniers à l'aide de grands récipients. Et ici, au lieu d'être davantage craint et suivi,
Beaucoup de gens ont perdu confiance en lui. Ils ont vu que s'il perdait ou commettait une erreur, il pouvait être puni sans pitié. Pendant ce temps, même si Temujin perdait, il ne disparaissait jamais complètement. On ne sait pas clairement tout ce qu'il a fait dans les années suivantes car il manque des archives sur cette partie de sa vie. Mais lorsqu'il est réapparu en tant que leader puissant, ces hommes étaient déjà mieux organisés. Temujin avait appris que le courage de chaque guerrier ne suffisait pas. Même s'ils étaient en nombreux, les soldats pouvaient être vaincus s'il n'y avait pas d'ordre clair. Il n'y avait pas de discipline et chacun agissait de son côté. C'est pourquoi il a commencé à changer la façon de former son armée. Il n'a pas gardé les guerriers ensemble uniquement selon leur clan ou leur famille. Il les mélangeait et les plaçait dans des unités avec un chef clairement désigné. C'était important car un clan dispersé dans différentes unités se rebellait moins facilement. L'obéissance aux ordres gagnait aussi en importance. Lorsque le chef ordonnait la retraite, toute l'unité devait se replier. Quand il disait de ne pas poursuivre l'ennemi, personne ne pouvait s'éloigner pour aller chercher son propre butin. Ce n'était pas encore le système militaire complet qu'il utiliserait lors de ses prochaines conquêtes. Mais c'est ici que l'idée a commencé à se former que l'organisation est plus importante que le simple nombre de guerriers. Chaque guerrier mongol savait monter à cheval et utiliser un arc. Ils avaient souvent plusieurs chevaux pour remplacer un animal fatigué, ce qui leur permettait de voyager rapidement sur de longues distances. Mais l'affirmation selon laquelle ils pouvaient toujours parcourir exactement 70 miles par jour ne doit pas être considérée comme la vitesse régulière de toute l'armée. Cela dépendait du temps, du terrain, de la quantité de nourriture et de l'état des chevaux. Leur véritable force résidait dans leur capacité à se déplacer plus rapidement que de nombreux ennemis. Ils surgissaient soudainement, battaient en retraite avant la réaction ennemie, puis attaquaient à nouveau d'une autre direction. Pendant que Temujin organisait ses forces, il eut l'occasion d'affronter l'un des ennemis les plus anciens de sa famille, les Tatars. À cette époque, le grand royaume de Chine du Nord était dirigé par la dynastie Jin. Ce n'était pas l'empire Qin comme mentionné dans la source. Les dynasties Qin et Jin sont différentes et plus de 1000 ans séparent seules leurs époques. La dynastie Jin avait ses propres problèmes avec les Tatars. À cause de cela, les Jin ont collaboré avec Tugrul et Temujin pour les attaquer. Pour Temujin, ce n'était pas seulement une mission pour un royaume plus grand, c'était aussi une occasion de se venger. Les Tatars étaient accusés d'avoir empoisonné son père. C'est pourquoi l'attaque contre eux avait une raison personnelle en plus des avantages politiques et militaires. Les forces combinées de Temujin et Tugrul ont vaincu un grand groupe de Tatars vers 1196. Grâce à cette victoire, le gouvernement Jin leur a accordé des titres en guise de récompense. La réputation de Temujin dans la steppe s'est encore accrue. Mais tous les Tatars n'ont pas encore été vaincus en une seule bataille. De nombreux groupes subsistent et il faudra encore des années avant leur soumission totale par Temujin. À mesure qu'ils devenaient plus puissants, Jamuka continuait à chercher des alliés. Leur ancienne amitié s'est transformée en un vaste conflit. Ce n'était plus seulement deux hommes en conflit. De nombreuses tribus et clans étaient divisés sur leur allégeance. D'un côté, il y avait Jamuka, soutenu par de nombreux chefs traditionnels. De l'autre côté, il y avait Temujin, qui recevait le soutien de ceux qui croyaient qu'ils pouvaient s'élever grâce à leur talent et leur loyauté. Temujin n'a pas vaincu Jamuka en 3 batailles consécutives, comme le disent certaines sources. Leur rivalité a été plus longue et plus chaotique. Il y a eu des moments où Temujin a été vaincu. Il y a aussi eu des moments où ses alliés l'ont quitté. Parfois, ses anciens amis se sont rangés du côté de l'ennemi. Mais à chaque fois qu'il revenait, sa force était plus organisée et plus grande. Au début des années 1200, Jamuka faisait partie d'une grande alliance qui voulait empêcher Temujin de devenir plus puissant. Jamuka a même été élu Gurkhan, un titre qui signifie chef suprême ou puissant. Mais le titre ne suffisait pas à maintenir son alliance unie. Beaucoup de ses compagnons avaient leurs propres intérêts. S'ils voyaient que l'autre camp était plus fort ou plus généreux, ils pouvaient être changés de camp. C'était l'une des plus grandes faiblesses des anciennes alliances tribales. L'unité dépendait souvent uniquement des relations personnelles entre les chefs. Pendant ce temps, Temujin continuait de construire un système qui ne dépendait pas uniquement des liens de parenté. En 1204, Temujin affronta les Naiman, l'un des groupes les plus puissants restant dans la partie ouest de la steppe. Il n'est pas certain que son armée comptait 80 000 cavaliers. Il n'existe pas de source fiable pour confirmer ce chiffre. Selon les anciens récits, Temujin a utilisé la ruse avant la bataille.
Il aurait ordonné à ses hommes d'allumer de nombreux feux la nuit. À cause de cela, les Nayman ont cru que l'armée de Temujin était immense. Le lendemain, il a attaqué leurs forces. Les Nayman ont été vaincus et leur chef principal a été tué. Quelques-uns ont survécu, mais leur capacité à contrôler une grande partie de la steppe a été détruite. Jamukha faisait partie de l'alliance avec les Nayman, mais il a encore réussi à s'échapper. À ce moment-là, il ne restait plus que quelques chefs puissants capables de s'opposer à Temujin. L'enfant qui autrefois n'avait pas de cheval, pas de protection et aucune tribu prête à l'accueillir, était devenu le chef le plus puissant de Mongolie. Mais la lutte n'était pas encore terminée. Alors qu'il s'approchait du pouvoir absolu, il devait encore faire face à la question la plus difficile de sa vie. Que ferait-il de Jamukha ? L'ancien ami qu'il avait autrefois appelé frère, mais qui était maintenant devenu le dernier grand obstacle à son règne. Finalement, Jamukha fut trahi par ses propres hommes et amené à Temujin. Mais au lieu de récompenser les traîtres, Temujin les fit exécuter. Pour lui, une personne capable de trahir son propre chef pouvait aussi trahir les autres. Il proposa à Jamukha de revenir à ses côtés, mais celui-ci refusa. Jamukha demanda simplement d'être tué sans que son sang ne soit versé. On ne sait pas exactement comment il a été exécuté. Mais sa mort mit fin à la plus grande rivalité pour le pouvoir en Mongolie. En 1206, les principaux chefs se sont réunis lors d'une assemblée appelée Kurultai. C'est là que Temujin a été reconnu comme le chef suprême et a reçu le titre de Gengis Khan. À partir de ce moment, il n'était plus seulement le chef d'un clan. Il est devenu le chef des Mongols unifiés. Gengis Khan a organisé son armée en unités bien définies, pas seulement composées des fils des riches. Et les anciens chefs pouvaient occuper des postes élevés. Un simple guerrier pouvait aussi s'élever s'il était compétent, courageux et loyal. La discipline était stricte et la punition pour la désobéissance ou l'abandon de son unité était sévère. Il a également mis en place un système rapide de messagers qui changeaient de cheval dans des stations pour que les ordres arrivent rapidement. Après avoir unifié les Mongols, il attaqua le Xia de l'Ouest, un royaume tangoute situé sur une route commerciale importante entre la Mongolie et la Chine. En 1209, le Xia de l'Ouest fut contraint de reconnaître son autorité et de payer un tribut. Après cela, il affronta la plus grande dynastie Jin dans le nord de la Chine. En 1211, la grande invasion mongole commença. La cavalerie mongole était puissante en terrain ouvert, mais elle avait du mal face aux villes aux hautes murailles. C'est pourquoi ils ont recruté des ingénieurs et appris à utiliser des catapultes, des tours de siège et d'autres équipements pour pénétrer dans les villes. En 1215 Zhongdu, la ville située à l'emplacement de l'actuel Pékin est tombée. Mais la dynastie Jin n'était pas encore complètement conquise. La guerre a continué et ce n'est qu'après qu'elle est finalement tombée. En 1234, plusieurs années après la mort de Gengis Khan. Avant d'attaquer une ville, on lui donnait souvent la chance de se rendre. Si elle se rendait immédiatement, elle pouvait éviter une destruction massive. Mais si elle résistait et était vaincue, le prix à payer était très lourd. De nombreuses villes furent détruites et un grand nombre de personnes périrent. Les Mongols utilisaient la peur pour inciter d'autres régions à se rendre sans combattre. À mesure que son empire s'étendait, Gengis Khan tenta d'établir des relations commerciales avec l'empire khwarezmien en Asie centrale. Il a envoyé une caravane de marchands. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans la ville d'Otrar, ils ont été accusés d'être des espions. Leurs biens ont été confisqués et la plupart d'entre eux ont été tués. Gengis Khan a envoyé des émissaires pour demander des explications. Mais l'un des émissaires a également été tué et les autres ont été humiliés. Pour Gengis Khan, c'était une grave violation. Les émissaires doivent être en sécurité car ils transmettent donc les messages entre les dirigeants. En 1219, il a attaqué l'empire khwarezmien. Il a divisé son armée et l'a envoyée dans différentes directions. À cause de cela, l'ennemi ne savait pas où envoyer ses soldats. Un à un, Otrar, Boukhara, Samarcande et d'autres villes importantes les sont tombées. Muhammad II s'est enfui et est mort en se cachant. Son fils Jalal al-Din a continué la lutte, mais il n'a jamais pu restaurer la puissance d'autrefois de leur empire. En 1221, la partie principale de l'empire khwarezmien était déjà détruite. De nombreuses villes ont été ravagées et un grand nombre de personnes ont été tuées. Le nombre exact de morts n'est pas certain, mais il est clair que cela a été l'une des campagnes les plus dévastatrices de l'empire mongol. À mesure que Gengis Khan vieillissait, il devait choisir son successeur. Il avait 4 fils principaux avec Berthe, Jochi, Chagatai, Ogedei et Tolui.
Comme Jochi et Chagatai ne s'entendaient pas, il choisit Ogedei comme héritier. Il était plus calme et plus capable de maintenir l'unité de la famille. En 1226, Gengis Khan attaqua de nouveau les Xia de l'Ouest parce qu'il avait refusé de l'aider lors de ses campagnes précédentes. Alors que la guerre continuait, sa santé se détériorait. Selon certains récits, il serait tombé de cheval, aurait été blessé ou serait tombé malade. Mais on ne sait pas exactement quelle en est la véritable cause. Gengis Khan est mort en 1227. Les Mongols ont d'abord gardé sa mort secrète pour que leurs ennemis ne l'apprennent pas. On ne sait toujours pas aujourd'hui où il a été enterré. Après sa mort, ses enfants et petits-enfants ont poursuivi les conquêtes. Les armées mongoles ont atteint la Corée, la Chine, le Moyen-Orient, la Russie et l'Europe de l'Est. Finalement, leur empire est devenu le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire. De grandes routes commerciales sont devenues plus sûres sous la domination mongole. Les produits, les technologies, les connaissances et les idées se sont propagés plus rapidement entre l'Est et l'Ouest. Mais ce succès ne peut être dissocié d'une extrême violence. Gengis Khan a unifié des groupes qui s'affrontaient depuis longtemps et a construit un immense empire. Mais ce pouvoir a été bâti par la guerre, la peur et la destruction. Gengis Khan est mort. Mais l'armée et les systèmes qu'il a laissés ont continué à progresser et ont changé l'histoire d'une grande partie du monde.